Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'expérience de paiement utilisateur. Je suis Nicolas Guy, responsable e-commerce chez Payline. Et avec nous, Cyrielle et Frédéric, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Cyrielle Guénry-Feillant, donc je suis chef de projet intégration pour le compte de Monext et je vais passer la main à Frédéric. Bonjour, donc moi je suis Frédéric Rebel, directeur de l'agence Malabar Design, qui est une agence digitale spécialisée en UX design et en UI design, et nous sommes partenaires de Monext sur ces problématiques depuis plusieurs années. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous indique que vous avez possibilité de poser des questions à tout moment pendant ce webinaire. Ces questions seront collectées et puis nous y répondrons à la fin dans un temps consacré à ces réponses. Pour introduire le sujet, Frédéric va nous faire quelques rappels sur qu'est-ce qu'une expérience utilisateur. Puis nous déroulerons les 9 conseils que l'on peut vous proposer afin de parfaire une expérience de paiement. Nous enchaînerons avec quelques études de cas sur des sites e-commerce réels. Puis Cyrielle nous fera une démonstration des capacités de personnalisation de notre widget de paiement. Très bien. Du coup, avant de commencer, il me paraissait effectivement important de faire quelques points sur des notions de vocabulaire, sur certains termes parfois confondus ou mal employés quand on parle du X, parce que beaucoup ont tendance à réduire l'UX à l'ergonomie. Or, ce n'est pas du tout la même chose. L'ergonomie ou l'utilisabilité d'une interface, d'un produit ou d'un service est une vraie discipline technique et scientifique qui va répondre à des normes, comme la norme 9241 sur l'ergonomie de l'interaction homme-système, qui a pour but de rechercher la meilleure adéquation possible entre l'utilisateur et l'interface. En fait, l'ergonomie va concevoir des systèmes en proposant à ses utilisateurs un maximum de confort et d'efficacité en s'adaptant à leurs usages et donc en retirant des bonnes pratiques ergonomiques. Deuxième terme souvent mal employé, et là aussi c'est le cas, c'est le terme de design, qui est un terme assez maladroit ici, puisque ce qui va nous intéresser, c'est plutôt être le rendu graphique. Le design, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le rendu graphique, donc ce qu'on appelle l'UI ou User Interface, donc le design d'une interface, d'un produit ou d'un service, qui est aussi une discipline qui va s'appuyer sur une charte, donc ça peut être la charte graphique, votre charte graphique existante, ou des tendances graphiques qui peuvent être les tendances web design du moment ou les tendances de votre secteur d'activité. Enfin, l'expérience utilisateur ou l'UX, UX pour User Experience, est une notion qui va faire appel aux émotions de l'utilisateur, au plaisir ressenti pendant ou après l'utilisation d'une interface, mais aussi d'un produit ou d'un service. Donc en résumé, on peut dire que l'expérience utilisateur est au carrefour de ces trois notions que sont le graphisme, l'ergonomie et le ressenti. On ne peut pas résumer donc l'UX à l'ergonomie. L'ergonomie fait vraiment partie de l'UX. Et donc l'UX n'est pas à proprement parler une discipline, mais plutôt une méthodologie qui va s'attacher à accorder une attention particulière à ces deux disciplines fondamentales de l'UX que sont l'ergonomie d'une part, tout en étant indissociable d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas concevoir une bonne UX sans une bonne ergonomie, et d'autre part le design, même si là, à contrario, on peut concevoir une bonne UX en se basant sur un design, sur un graphisme, on va dire, discutable ou démodé. Et dans cette démarche dite du design, on devine d'ailleurs bien l'importance d'intégrer dans son process de conception des utilisateurs à travers des ateliers. Donc, par exemple, des ateliers comme des interviews vont nous permettre de prendre en compte les attentes des utilisateurs, de recueillir des idées, de noter les points noirs sur une interface existante dans le cadre d'une refonte, par exemple. D'autres ateliers comme les flipcards vont nous permettre de concevoir des arborescences ou de déterminer des user flows, en tout cas de hiérarchiser des informations. Et enfin, des tests utilisateurs en aval de la phase de conception, ou plutôt sur la fin de la phase de conception, vont nous permettre de corroborer ou de challenger des principes ergonomiques qu'on aura proposés. Donc pour concevoir une bonne UX, c'est-à-dire pour améliorer la satisfaction des utilisateurs grâce à la convivialité, la facilité d'utilisation, le plaisir vécu,
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte qui vont bien au-delà des aspects ergonomiques et graphiques et qui vont nécessiter d'intégrer les utilisateurs au process de conception. Donc on peut ajouter aussi d'autres notions qui sont tout aussi importantes à prendre en compte que l'ergonomie et le graphisme dans cette démarche dite du design. Ça va être la conception technique de l'interface, la qualité du code tout simplement, la rapidité du serveur. Donc quand on parle d'une bonne UX, il y a énormément de facteurs et disciplines qui sont complémentaires, qui vont entrer en ligne, qui vont entrer en jeu. Donc, concernant le paiement, on a identifié 9 bonnes pratiques à appliquer pour optimiser votre parcours. Alors, bien entendu, il s'agit de conseils qui ne sont pas forcément tous à appliquer au pied de la lettre. Ils sont adaptés selon vos problématiques qui vous sont propres, ça va être votre chart, votre business, votre localisation. Et encore une fois, comme on vient de le voir, l'important, c'est vraiment que l'utilisateur ait un bon ressenti, même si tout n'est pas parfait à 100%. Donc, le premier de ce conseil, c'est d'essayer d'intégrer autant que possible le module de paiement à votre site. L'idée est vraiment de conserver l'environnement du site, de respecter votre charte pour éviter les points de rupture dans le parcours d'achat. Je crois que Nicolas, tu voulais développer ce point effectivement. particulier. Merci Frédéric pour ces rappels très, très intéressants. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le paiement, ça constitue une étape bien particulière dans un parcours de paiement en ligne. Particulière, premièrement, parce que c'est une étape cruciale. Un échec à ce niveau-là viendra ruiner tous les efforts qu'on a consentis pour apporter l'utilisateur à cette étape. Et puis c'est aussi particulier parce qu'elle est confiée à un tiers externe, notamment pour des raisons de sécurité qui vous interdisent de collecter, de manipuler des numéros de carte. Vous passez par un prestataire de paiement. Et historiquement, la méthode la plus basique qui était implémentée, parce que c'était aussi la plus simple, était de rediriger le consommateur sur une page externe en ouvrant une nouvelle fenêtre de navigateur. Comme on peut le voir par exemple sur cette capture d'écran, ça provoque une vraie rupture, aussi bien d'un point de vue design, parce que même si on peut personnaliser cette page à redirection, eh bien, le consommateur comprend tout de suite qu'il change d'univers, ça peut être perturbant. Et puis, c'est une rupture également pour le commerçant qui va perdre de vue tout ce qui se passe derrière. Il n'a plus aucun moyen de savoir ce qui a échoué, par exemple. Et le dernier inconvénient de cette technique, c'est que qui dit redirection dit opération, donc risque d'erreur technique. Alors, les technologies web ont bien avancé et il est possible maintenant de faire une page de paiement qu'on appelle intégrée, qui va nous permettre d'être complètement, faire partie du site. Donc on voit le formulaire qui est mis en évidence est vraiment noyé dans la page de paiement qui, elle, est développée par vos équipes web design. Elles ont la main dessus, elles peuvent le mettre à jour comme elles le souhaitent. Ça facilite la maintenance, ça vous permet de mettre des bannières événementielles, par exemple, sur des périodes de fin d'année, sur des soldes, des choses comme ça. Vous êtes complètement autonome pour personnaliser cette page. Reste à reporter ces personnalisations sur le formulaire de paiement. Et Cyrielle nous fera la démonstration tout à l'heure. C'est quelque chose qui est assez facile. Ça va permettre également de customiser ce formulaire de paiement de manière à respecter les conseils que l'on va dérouler. Alors, le deuxième conseil qu'on peut vous donner à ce sujet-là, effectivement, c'est de penser au confort de lecture. Donc, l'idée, c'est vraiment de privilégier une page de paiement aérée le plus possible pour favoriser un confort de lecture maximal et d'utiliser des espaces blancs, donc ce qu'on appelle les blancs tournants, pour vraiment faire un focus sur l'espace de paiement sans fioritures pouvant perturber l'utilisateur. Je pense que vous avez pu voir ça sur l'écran pendant que j'en discutais. Le troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de guider l'utilisateur en optimisant les affordances, c'est-à-dire de guider le client sur les actions à mener et lui éviter en fait des efforts cognitifs. Donc le terme, c'est un terme ergonomique qui a été inventé par Donald Norman, qu'on peut résumer comme l'appel d'une chose à l'utiliser. Et je crois que Nicolas, tu voulais développer ce point. Oui, alors en pratique, comment est-ce qu'on va éviter à l'utilisateur de fournir ses efforts cognitifs sur l'étape de paiement?
C'est en mettant en place une somme de petites améliorations qui, mises bout à bout, vont dégager une impression générale de fluidité, de simplicité. Donc, premièrement, on va aller à l'essentiel. On va demander uniquement au consommateur de saisir son numéro de carte sans forcément lui demander quelle est la marque de cette carte. À partir du moment où il va commencer à taper le numéro de la carte, on reconnaît la marque et on affiche le logo. C'est un côté rassurant, ça guide l'utilisateur, ça le conforte dans le fait qu'il a fait la bonne démarche. Et puis on simplifie également la lecture en séparant les chiffres 4 par 4 à l'image de ce qu'il peut voir sur sa carte physique. Si jamais il est sur smartphone, on sait que la saisie peut être laborieuse. Donc on va pousser un pavé numérique plutôt que le fameux clavier AZERTY. C'est également, si le dispositif le permet, on utilise les capacités du smartphone à utiliser le wallet ou à scanner la carte pour la prendre en photo. Et puis dernière chose, si votre site propose le paiement en un clic, bien sûr, ne pas hésiter à le mettre en avant. Le quatrième conseil qu'on peut vous donner, c'est de privilégier une lecture verticale du formulaire avec un formulaire de paiement unique à lecture verticale. Comme il est indiqué ici sur les schémas qu'on vous a fait, l'idée c'est vraiment encore une fois d'éviter les efforts cognitifs et d'éviter que les yeux de l'utilisateur se baladent sur l'écran de gauche à droite, de bas en haut. Donc de vraiment privilégier, comme c'est le cas d'ailleurs sur les dispositifs mobiles, un formulaire en lecture verticale. Ce conseil nous amène directement au suivant, puisque dans la même lignée, on vous conseille donc de faire un effort sur la position des labels. Idéalement, donc, il faut les placer au-dessus de chaque champ, ou en tout cas, ou sinon à l'intérieur, mais au tap ou au clic, il faut qu'ils disparaissent, encore une fois, pour éviter que les utilisateurs et leurs yeux se baladent de gauche à droite et d'avoir toujours cette lecture verticale qui offre un confort de lecture maximal. Le sixième conseil sur l'UX du paiement qu'on peut vous donner, c'est de faire un effort sur la hiérarchisation des boutons. Là aussi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réduire l'effort cognitif qu'on demande aux utilisateurs. Donc, déjà, alors, tous les modules de paiement n'ont pas ces deux boutons annulés, enfin, ne proposent pas de boutons annulés, mais si c'est le cas, il faut essayer en tout cas de les rassembler dans la même zone, car c'est un repère assez important pour l'utilisateur. Donc, il faut déjà aussi les rendre visibles autant que possible et les hiérarchiser logiquement en jouant sur leur taille et leur couleur. Donc là, je pense que les captures sont assez parlantes. Pour les boutons, on va dire d'action positif, on va effectivement essayer de les majorer avec un code couleur qui est cohérent avec l'action de validation, l'action positive de validation. Et à contrario, les boutons ou les actions négatives de retour ou d'annulation seront plutôt dans un code couleur, donc par exemple rouge, qui est la couleur de l'erreur, du danger ou de l'interdiction. Alors bien évidemment, là aussi, ça va prendre avec des pincettes, puisque si votre charte vous impose d'avoir des boutons d'action violets ou noirs, bien évidemment, il faut respecter votre charte. Le conseil suivant est de bien s'adapter à la situation, et je crois que Nicolas, tu voulais en particulier développer ce point. Oui. Donc, effectivement, une expérience de paiement réussie, c'est aussi savoir cibler les choix, les moyens de paiement qu'on va proposer aux consommateurs. En fait, on va essayer de deviner, de devancer ses attentes. Donc, on va s'appuyer sur différents éléments, à commencer par le consommateur lui-même. Est-ce qu'il représente un risque ou bien quelle est son origine géographique? Par exemple, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, on va pousser la carte Bancontact parce qu'on a détecté qu'il s'agit d'un client belge. De même, on peut bien sûr s'intéresser au terminal utilisé, d'une part pour soigner l'affichage, plutôt en mode colonne, comme Frédéric nous l'a expliqué, mais il faut également tirer parti du dispositif qu'on utilise, et s'il le permet, eh bien, on va pousser des XP, comme sur notre exemple. Le consommateur, on suppose qu'il est sur un iPhone, évidemment, on met en avant Apple Pay. On peut jouer sur le montant également. Pour des paniers élevés, il ne faut pas hésiter à proposer du 3 ou 4 fois. Et puis également,
pensez à proposer des alternatives, et il existe encore des personnes réticentes à fournir des numéros de carte sur des sites. Donc des moyens de paiement type PayPal ou Amazon Pay peuvent également éviter une certaine frustration de la part du consommateur. Ensuite, il faut aussi personnaliser tout l'entourage. Si vous êtes sur une activité bien particulière avec un vocabulaire spécifique, eh bien, vous pouvez aussi personnaliser les messages d'erreur ou d'avertissement. Ça permettra au consommateur d'avoir l'impression qu'il reste vraiment dans l'univers du site e-commerce. Encore une fois, ces choses-là sont assez faciles à personnaliser. On le verra tout à l'heure. Le conseil suivant va consister à soigner les messages d'erreur. Ça va également dans cet esprit d'éviter les efforts cognitifs. Et ce n'est pas parce qu'on est sur un formulaire de paiement en ligne, donc très basique au final, avec généralement 3 champs de saisie, qu'il faut laisser le consommateur saisir toutes les informations et lui dire à la fin que la première n'est pas bonne. Donc, ce qu'on préconise, c'est de faire un contrôle à la volée, au fur et à mesure de la saisie, et immédiatement, quand on détecte une erreur, on va indiquer qu'il y a une erreur et c'est le plus précis possible. Donc, si la carte est invalide, on l'indique, mais peut-être que la carte est valide, mais que c'est une marque qui n'est pas acceptée sur le site, donc il faut le dire aussi. Le dernier conseil qu'on peut vous proposer, c'est de bien soigner l'interactivité qu'il y a entre le formulaire de paiement, qui est une partie un petit peu indépendante, de la page qui l'héberge. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on vous a parlé de personnaliser l'expérience utilisateur d'un point de vue ergonomie, graphique, mais il y a aussi l'interactivité qui va jouer. Et il faut absolument que le formulaire puisse interagir avec le reste de la page pour montrer qu'il fait partie de cette page. Donc d'apporter cette cohérence, ça va introduire de la fluidité dans le parcours. Et ça va vous permettre, premièrement, d'intégrer des règles de gestion. Le plus courant, ça va être d'obliger le consommateur à accepter les CGV avant de valider le paiement. Donc le bouton ne sera pas actif ou restera grisé. Et puis, on peut aussi introduire un côté dynamique dans la navigation en laissant le consommateur modifier le panier directement sur le rappel de commande, ajouter des quantités ou supprimer, mettre en plus une assurance. Et directement, il faut pouvoir mettre à jour le formulaire de paiement avec le nouveau montant à encaisser. Ensuite, cette interactivité, elle permet aussi pour le commerçant d'aller regarder ce qui se passe sur le formulaire. Ça va saisir à mesurer différents paramètres qui serviront ensuite à optimiser le site, notamment si vous voulez faire un A/B test entre 2 customisations, eh bien, vous allez pouvoir collecter toutes les informations puisque le formulaire fait partie de la page. Il est possible d'analyser finement tout ce qui s'y passe et également pour des questions, par exemple, de calcul du risque, on peut regarder le comportement de l'utilisateur et déterminer s'il s'agit plutôt d'un robot ou d'un consommateur lambda. Alors, avant de passer à la démonstration, Fred, tu peux peut-être nous faire un rappel des différents conseils qu'on a balayés? Oui, tout à fait. Alors, un petit récapitulatif des différents conseils. Donc, le premier, c'est d'intégrer pleinement le module de paiement à votre site pour éviter les ruptures dans le parcours d'achat, de bien penser au confort de lecture en privilégiant donc un formulaire, si possible, aéré, de guider l'utilisateur en travaillant les affordances, de privilégier une lecture verticale du formulaire. Et le conseil suivant, c'est aussi donc de bien positionner les labels, ça va dans la même lignée, de travailler la hiérarchisation des boutons, de s'adapter à la situation, de porter une attention particulière aux messages d'erreur et, comme vient de le dire Nicolas, d'essayer donc d'intégrer de l'interactivité si besoin. Du coup, on va oui, on peut regarder en pratique, effectivement, qu'est-ce que ça donne. On a choisi 2 sites qui ont, selon nous, intégré une bonne expérience de paiement. Je te laisse la main, oui. Frédéric. Oui, effectivement. Donc le premier, c'est un module qui est plutôt bien intégré, qui offre un confort de lecture très agréable avec beaucoup de blanc. Donc il est bien intégré puisque
pour ceux qui connaissent cette marque, il n'y a pas vraiment de différence entre l'étape d'avant et l'étape d'après. Donc le module est bien intégré, il n'y a pas de rupture dans le parcours d'achat. Donc le confort de lecture est aussi optimal avec cette lecture verticale. Les labels sont aussi bien positionnés, le bouton d'action est bien identifié. Donc pour moi, c'est l'exemple d'un formulaire réussi. On a un second exemple un peu dans la même lignée, donc avec une charte aussi différente. Là aussi, on a un confort de lecture qui est optimal, avec des labels bien positionnés et aussi donc un bouton central bien identifié. Donc là aussi, c'est un exemple d'un formulaire plutôt bien réussi et bien intégré à la charte du client. Alors, je vous rappelle, avant de passer à la démonstration, que vous pouvez poser des questions sur le chat. Et puis, nous allons passer à la démonstration des capacités de personnalisation du widget de paiement Monext. Donc l'idée ici, c'est de vous présenter ce qu'on peut faire assez rapidement avec un widget, d'aller chercher différents niveaux de personnalisation. L'idée, c'est pas d'aller extrêmement loin dans la personnalisation, de passer beaucoup de temps, c'est simplement d'apporter une petite démonstration des capacités du widget. Donc ici, on est sur la page de paiement donc de démonstration du e-shop Monext. On a intégré un widget de paiement tout à fait classique. On est en mode d'affichage de type tab, donc c'est des onglets. Hein, les moyens de paiement s'affichent les uns à côté des autres. C'est peut-être un choix marchand dans ce cas-là. L'idée là, c'est peut-être que plusieurs moyens de paiement nécessitent un affichage plutôt les uns à côté des autres plutôt que vertical afin de réduire le glissement. Donc la première étape de ma personnalisation là, ça va être d'essayer d'aller intégrer ce widget vraiment dans mon site, de le fondre complètement. Donc je vais aller chercher le bouton payer par exemple, qui est le premier élément que je vais aller personnaliser. Donc aujourd'hui, il est un peu gros, il est vert, le texte est plus gros et surtout, il ne correspond pas du tout à la charte graphique, hein, qui a des boutons noirs plutôt arrondis. Donc la première étape, ça va être de personnaliser ce bouton. Donc, je ne vais pas expliquer hein, les lignes de code que je suis en train d'entrer dans la console. Là, c'est vraiment pas le but, c'est plus vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, je vais juste appuyer sur Entrée et le bouton Payer va tout de suite prendre une nouvelle forme. Alors, j'ai pas changé grand-chose. J'ai changé la couleur de présentation, j'ai ajouté du texte, j'ai ajouté un cadenas pour donner une impression de sécurité et j'ai ajouté le montant dans le bouton Payer, ce qui est assez important. Et surtout, ce que j'ai modifié, c'est quand j'ai ma souris qui se trouve sur le bouton, mon bouton devient vert, donc il ressort du site et il apporte une indication au client, pour le permettre au client de cliquer. C'est clairement pas suffisant, hein. On voit que le widget a toujours un cadre qui ne respecte pas vraiment la charte graphique. On voit que par exemple son fond est relativement gris alors que le fond du site est plutôt blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller personnaliser le background de mon widget, donc le fond de mon widget. Donc pareil, hein, je ne vous explique pas les lignes de code, hein, je les colle juste dans la console. On a maintenant tout le background du widget, donc toutes les couleurs de fond du widget qui sont passées en blanc. On remarque déjà que le widget s'intègre beaucoup mieux et qu'il ressemble beaucoup plus à ce qu'on a sur le site. Mais je vais aller encore plus loin, hein. On a des polices qui ne sont pas forcément parfaites, on a des bordures des différents éléments qui sont arrondies alors que les bordures du site sont plutôt anguleuses. Et enfin, on a les bordures des différents champs, numéro de carte, date d'expiration et cryptogramme par exemple, qui ont totalement disparu. Donc mon objectif là, ça va être de les faire ressortir. Donc pareil, je copie quelques lignes de code, donc cette fois-ci pour les bordures et pour la police. Je les colle et on obtient déjà un widget qui est beaucoup plus joli. Donc là, on a déjà en quelques clics, en quelques lignes de code, réussi à transformer un widget qui n'était pas forcément très intégré, un widget qui est beaucoup plus intégré. Mais je vais aller encore un peu plus loin. Je trouve que les éléments, ça ne marche pas forcément bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace. Je trouve qu'on manque justement d'espace et de respiration dans ce widget. Donc, je vais aller modifier son affichage et son ordre d'affichage, sa position surtout, pour augmenter cet espace et le rendre plus aérien. Voilà. Donc, là, on a un widget de paiement qui est tout de suite beaucoup plus intégré au site. On remarque que si je ferme ma console, par exemple, je n'ai pas besoin de défiler ma page pour afficher les éléments. On voit que tous les éléments sont clairement identifiés, que je respecte à peu près tous les éléments qui ont été listés précédemment, et surtout que je suis très proche de l'UX et du design du site sur lequel je me suis intégré. Alors Cyrielle, pour avoir une idée, combien de lignes de code ça représente de faire ces modifications? Alors, ça va être très dépendant finalement du souhait du marchand, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un marchand voudra personnaliser son widget, plus il devra aller loin dans le développement. Mais là, typiquement, pour ce que j'ai fait, Nicolas, pour te répondre, ça se compte en une trentaine de lignes de code. Donc, ça reste quand même simple. Très bien. Merci beaucoup pour cette démonstration. Bien, je vous propose de passer aux questions-réponses.
Donc si vous n'avez pas eu le temps de poser la vôtre, n'hésitez pas, on en a déjà reçu quelques-unes. Alors je lis les questions reçues. Bonjour, quelles sont les contraintes PCI DSS lorsqu'on utilise un formulaire intégré au site marchand? Alors sur le formulaire de paiement intégré tel qu'on l'a présenté, eh bien les contraintes sont les plus légères. Hein, donc pour les spécialistes, on va parler de niveau SAQA, donc qui est le niveau le plus simple pour un commerçant, qui consiste en un formulaire d'autodéclaration d'une quinzaine de questions. Question suivante, comment traiter le cas du paiement avec différents moyens de paiement? Exemple, carte cadeau plus carte bancaire. Alors, c'est quelque chose qui est géré également, en tout cas sur notre widget de paiement. Et on va simplement enchaîner, calculer premièrement le montant restant à payer une fois qu'on a déduit le montant de la carte cadeau. Et puis, le montant qui reste, on va proposer au consommateur directement de compléter avec une carte bancaire. Comment mettre en avant, pousser un scheme par rapport aux autres? Cyrielle, tu veux répondre? Alors, je réponds à cette question, oui. Alors, on peut éventuellement avantager un scheme par rapport à un autre. L'idée, c'est que cette configuration-là est plutôt transparente pour l'utilisateur. C'est plutôt la configuration marchand. Donc, on s'éloigne un peu de la partie design. Là, on est plus à la configuration. Ce qui va se passer, c'est que quand l'utilisateur va rentrer son numéro de carte, on va automatiquement détecter que sa carte correspond à un scheme Mastercard ou Visa que CB, par exemple, et lui proposer directement Mastercard. Ça laisse quand même le choix à l'utilisateur de rebasculer sur un scheme CB pour sélectionner sa marque. Ensuite, alors, à quoi correspond le moyen de paiement paiement en magasin qui est apparu dans la démonstration de Cyrielle? Tu veux répondre, Nico, ou je le fais? Bah, alors c'est un exemple effectivement qu'on n'a pas abordé dans cette démonstration, mais c'est un moyen de paiement qui peut être intégré côté commerçant dans le widget de paiement. Ça permet notamment de proposer dans la même expérience de paiement que les autres moyens de paiement des choses qui ne sont pas gérées nativement. Donc là, on a pris l'exemple de payer en magasin, mais on pourrait mettre payer par chèque ou payer par virement bancaire. Et donc, quand l'utilisateur clique sur le bouton, on affiche généralement la consigne. Donc, rendez-vous à votre magasin, payez avec votre carte, ou bien faites un chèque à l'ordre de, etc. Alors, on a des compléments qui sont arrivés. Quel est le temps d'intégration d'un widget de paiement dans une page commerçante? Alors, c'est la question qui arrive tout le temps. C'est une question sur laquelle on ne peut pas apporter une réponse forcément très précise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps d'intégration va beaucoup dépendre des spécificités du marchand, de ses besoins, etc. Simplement intégrer un widget sur une page de paiement, ça prend une matinée à un développeur qui débute dans le métier. Il n'y a rien de très compliqué. Par contre, le moment où on va vouloir aller chercher un peu plus loin, aller personnaliser, rentrer dans le détail les éléments, bien sûr, il faudra consacrer plus de temps. Mais je dirais que pour le widget, ce n'est pas la technique qui prend le plus de temps, c'est vraiment la réflexion sur comment est-ce que je vais le positionner, sur comment est-ce que je vais organiser mes éléments autour. Merci. Alors, dernière question. Ah, il y en a d'autres qui arrivent, pardon. La régie m'indique qu'il y a plein de questions. Quid du choix de la marque du scheme laissé au client? Alors effectivement, on n'a pas abordé toutes les subtilités, toutes les possibilités du widget qui sont quand même très très grandes. Mais sachez que le widget de paiement est capable de détecter la marque ou les marques si la carte est co-brandée. Donc typiquement Visa SCB ou Mastercard SCB. Et bien automatiquement, le widget, si vous activez cette option, va proposer au consommateur une petite flèche en dessous du logo de la carte pour lui laisser la possibilité de changer la marque que vous avez choisie par défaut. La question du paiement intégré sur la page de paiement ou une nouvelle page est très ancienne. Vous préconisez la page de paiement intégrée. Avez-vous des chiffres pour cela ou est-ce un ressenti par rapport à vos clients? Alors,
peut-être Frédéric, tu peux réagir. Simplement, ce que j'ai expliqué dans la première partie, c'est effectivement, c'est quand même quelque chose qui permet d'éviter une rupture, souvent visuelle, même si on peut travailler la page sur laquelle on redirige le consommateur. Il y a aussi la question des tags de suivi qui se posent, qui sont perdus quand on va rediriger. Et puis, c'est de manière certaine un risque d'erreur, puisque c'est une opération en plus. Donc souvent, on indique que chaque clic supplémentaire fait perdre quelques pourcents de taux de conversion, et une redirection fait perdre à environ 10% de taux de conversion. Après, Frédéric, je ne sais pas si tu vas ajouter des choses sur la politique redirection versus page intégrée. Tu as tout à fait raison. L'idée, encore une fois, c'est d'éviter les ruptures autant que possible. Après, encore une fois, tout n'est pas appliqué au pied de la lettre. Hein. Si vous avez des contraintes techniques qui vous guident pour avoir une redirection et encore une fois des contraintes techniques ou administratives qui fait que vous devez rediriger vers une nouvelle page, vous n'avez pas le choix. Évidemment, voilà, on ne peut pas faire autrement. Mais la bonne pratique qui se dégage de plus en plus et qu'on voit de plus en plus sur les sites, on va dire, professionnels, c'est vraiment d'intégrer le paiement dans le parcours d'achat pour avoir vraiment un rendu plus pro et d'éviter les ruptures. Je n'ai pas de chiffres à donner là-dessus, mais on voit dans les tests utilisateurs qu'on peut mener qu'effectivement, les utilisateurs sont plus à l'aise quand il n'y a pas de rupture dans le parcours d'achat. Existe-t-il un référentiel des personnalisations possibles du widget ? Alors, c'est une très bonne question et non, on n'a pas forcément de référentiel qui explique toutes les personnalisations du widget. Chaque personnalisation est propre au marchand, donc on n'a pas une bibliothèque disponible avec des exemples. Par contre, notre documentation apporte tous les éléments pour effectuer cette personnalisation relativement simplement. Oui, effectivement, les possibilités sont, je dirais, presque infinies. Et ce qu'on donne dans notre documentation sont les clés, donc expliquer qu'est-ce qui peut être modifié. Et ensuite, je dirais, c'est presque l'imagination du développeur qui va utiliser ça, puisqu'on s'intègre dans des technologies standards, des feuilles de style et des scripts. Donc, à partir de là, je dirais, presque tout est possible. La seule restriction en fait, qui existe, c'est que vous, en tant que commerçant, vous ne pourrez jamais regarder ce qui est tapé à l'intérieur des champs sécurité, donc numéro de carte et cryptogramme. C'est ça qui garantit la conformité à PCI DSS. Comment modifier le montant à la volée dans le cas d'un changement de panier ? Alors, c'est assez simple, c'est une fonction permise par le widget. Alors, il y a juste un petit prérequis, c'est qu'il faut demander au support Payline d'activer une fonctionnalité dans le back-office de Payline. Et ensuite, c'est juste un appel HTTP vers le widget, donc l'exécution d'une fonction du widget qui va déclencher un appel HTTP vers Payline. Ce n'est pas d'autre complexité. La seule contrainte en finalité, c'est que vu que c'est une modification front, donc sur le navigateur, il est important et même nécessaire de contrôler le montant qui a été demandé et le montant qui a été réellement payé. Sinon, n'importe qui d'un peu bidouilleur pourrait sans doute arriver à comprendre le système et le détourner. Donc il y a des contraintes de sécurité qu'il faut absolument respecter en tant que commerçant, mais sinon c'est pas très compliqué à mettre en place. Merci Cyrielle. On peut attendre quelques secondes. Je ne vois plus de nouvelles questions. Non, il n'y a plus. Eh bien, merci à vous. Ce webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez pu, à défaut d'être venus des pros de l'UX, prendre quelques clés de manière à pouvoir parfaire votre expérience de paiement. Et puis, si d'autres points vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas à vous tourner vers vos interlocuteurs habituels qui se feront un plaisir de vous répondre. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci.